effectivement, on s'est laissé quelques minutes parce qu'il y avait quelques difficultés de train, je crois, de transport. Mais je vois que les derniers arrivants sont là. Donc, on va commencer. Donc, c'était l'occasion, la COP 21 était l'occasion, effectivement, d'avoir une conférence dont le thème principal était le climat. En plus, donc, on est à Toulouse, donc c'était essentiellement l'apport des satellites dans le domaine de la compréhension et du suivi des paramètres climatologiques qui étaient susceptibles de nous intéresser. Donc, c'est l'objet ce soir de la présentation qui sera faite tout à l'heure par donc, Philippe Escudier. Voilà, vous savez probablement que Toulouse est bien connue pour Airbus, plein de choses. Le fait qu'il y ait la comète de... la météorite d'Orgueil, qui est la plus vieille météorite du monde, qui permet de connaître l'âge du système solaire. Il y a la tombe de Satomadaka. Il y a aussi le fait que Toulouse est la capitale de l'océanographie spatiale. Ça paraît bizarre, hein, l'océanographie à Toulouse. Eh bien, en fait, effectivement, l'océanographie est un domaine de prédilection de Toulouse pour des raisons historiques. Et l'océanographie est un élément majeur du climat, puisque les 2/3 de la surface de la Terre est couverte par les océans. Un certain nombre de paramètres donc, sont suivis, en particulier la hauteur de la mer. Alors moi, je suis toujours impressionné quand Philippe Escudier me dit on peut suivre à quelques millimètres près chaque année l'évolution de la hauteur des mers. Quand on voit les vagues, on se dit quelques millimètres, c'est difficile à mesurer. Bon, il va nous expliquer ça. Il est particulièrement qualifié pour nous parler du climat et des océans en particulier, puisqu'il a fait donc l'essentiel de sa carrière au CNES. C'est un spécialiste de l'orbite au départ, parce qu'effectivement, il faut avoir une précision équivalente en fait pour mesurer la hauteur des mers à quelques millimètres près. Il faut aussi mesurer l'orbite à quelques millimètres près. Voilà, donc Philippe Escudier a commencé par ça, et puis assez vite, il s'est tourné vers l'altimétrie, et donc il a participé à tous les programmes d'observation des océans avec la coopération franco-américaine, Topex Poséidon, puis Jason. Maintenant, on doit être à Jason 3, un truc comme ça, je crois, qui a été lancé il y a 2 mois. Voilà. Donc c'est maintenant 25 ans d'observation océanographique. Après, il a eu d'autres activités, et en particulier des responsabilités de management. Il a été également dans la société, dans le privé, qui est la société Collecte et Localisation par Satellite, qui est une société privée, filiale du CNES. Et puis, il est revenu à ses amours d'avant, et donc il est en charge des programmes Océan et Cryosphère, à la direction des programmes du CNES. Et à ce titre-là, il est donc particulièrement bien qualifié pour nous parler du climat ce soir. Également, il est président du directoire d'un institut des applications spatiales au profit des collectivités, si j'ai bien compris, qui a été créé tout récemment, il y a à peu près, je crois, un peu plus d'1 an, voilà, et qui est basé donc aussi à Toulouse pour promouvoir ces applications. Et puis c'est un auteur aussi de quelques ouvrages. Il a tout récemment sorti avec 2 autres co-auteurs un livre que je vous encourage à lire, qui est Observer la Terre depuis l'espace, mais qui déborde largement les aspects techniques, puisqu'il y a aussi des aspects sociétaux. Et donc c'est un livre très intéressant qu'on trouve partout, y compris à la FNAC à Toulouse. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe Escudier. Vous connaissez à peu près les règles du jeu, donc il y a à peu près 1 heure de présentation. Et puis, bien sûr, on souhaite laisser la parole aussi à la salle, donc vous aurez à peu près 1 demi-heure de questions possibles. Voilà comment c'est organisé. Maintenant, je laisse la parole à Philippe Escudier.
Merci. Bon, ben, merci beaucoup Alain. Alors je dois vous dire que quand on m'a proposé de faire cette conférence, mon premier réflexe a été de dire je suis sûrement pas le plus qualifié, contrairement à ce que vient de dire Alain, puisque je suis un ingénieur. Donc moi mon boulot c'est de concevoir des outils, de les développer, de les exploiter et de s'assurer que ces outils satisfont au mieux les besoins d'utilisateurs. Mais les gens du climat, ce sont les utilisateurs de ces outils. Et donc je suis moi en contact depuis très longtemps, comme l'a dit Alain, avec des gens qui s'intéressent aux informations qu'on produit pour comprendre le climat, pour en suivre les évolutions et apporter aux décideurs les informations nécessaires à leur action. Mais je ne suis pas un climatologue. Donc j'essaierai de répondre à toutes vos questions, mais il y a une limite à ce que je pourrais dire, parce que je connais les outils, je fréquente depuis longtemps des gens qui travaillent avec le climat, mais je ne suis pas moi-même climatologue. Alors effectivement, je me suis intéressé par le parcours au CNES. J'ai très vite travaillé d'abord avec des scientifiques qui s'intéressaient au climat, puisque les programmes dont a parlé Alain, Topex Poséidon, Jason, c'était parmi les premiers programmes qui étaient vraiment dédiés au suivi du climat, à la partie océan du climat. Donc j'ai d'abord travaillé avec les scientifiques et puis ensuite tout ça se transforme en un potentiel pour développer des services. Et donc ce que j'ai fait à CELES, donc j'ai travaillé aussi avec le côté, parce que le climat, on y reviendra, il y a des questions de science, de compréhension de ce qui se passe, mais il y a aussi des questions pratiques parce que les décideurs des collectivités territoriales ou des décideurs nationaux se posent des questions et il faut leur donner les informations pertinentes et qui soient bien compréhensibles. Donc d'où le travail que j'ai aussi mené avec les chercheurs en sciences humaines pour voir comment ce que l'on fait au niveau scientifique peut vraiment être appréhendé par la société en général. Voilà, donc cette question de l'espace du climat, cette première planche, c'est juste pour montrer que ce n'est pas une élucubration juste de quelques personnes à Toulouse. Donc les grandes organisations internationales qui s'intéressent au climat ont très vite vu que la composante spatiale pour suivre ce qui se passe était un élément essentiel et on y reviendra dans quelques minutes pour voir comment et pourquoi le spatial est aujourd'hui un élément essentiel. C'est pas le seul, hein, on ne peut pas tout faire avec des satellites. On voit plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais c'est un élément essentiel aujourd'hui du suivi, de la compréhension de ce qui se passe sur notre planète. Alors vous savez, je ne vais pas faire, donc encore une fois, je ne suis pas le meilleur spécialiste pour ça, mais vous savez probablement tous que notre planète, c'est un système, ce que notre jargon d'ingénieur on appelle un système. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de milieux qui sont en interaction. Il y a l'atmosphère, bien sûr, il y a l'hydrosphère, donc l'océan, les rivières, les lacs, il y a les glaces, il y a la biosphère, toutes les forêts, et puis il y a les surfaces continentales en général. Et tous ces milieux, ils interagissent les uns avec les autres, ils échangent de l'énergie, ils échangent de la matière, il y a de l'eau qui se promène d'un côté à l'autre, des particules, des éléments, etc. Donc tout ça, ça interagit, c'est dans un équilibre subtil. Et puis, il y a des forçages extérieurs qui viennent perturber cet équilibre naturel. Il y a ce qui vient de l'espace, les échanges avec le soleil qui vient chauffer, il y a de la chaleur qu'on va renvoyer, il y a des particules qui sont échangées avec l'espace. Et puis, il y a les activités humaines qui viennent introduire des perturbations dans ce système. Et donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre pour comprendre ce qui se passe et arriver à décoder ce qui est les composantes naturelles d'évolution du climat. Et puis, la question principale, aujourd'hui, c'est de voir l'impact des activités humaines pour essayer d'avoir des bonnes informations sur ce que ça peut projeter dans l'avenir et puis sur les mesures qu'il faut prendre pour éviter que tout ça ne tourne à des conséquences un peu catastrophiques. Alors, si on peut prendre cet équilibre sous plusieurs aspects. Donc ça, c'est une petite planche juste pour rappeler les bilans en énergie. Hein. Donc la Terre reçoit un peu plus de 300 watts par mètre carré venant du Soleil. Et cette énergie, il y en a une partie qui est directement réfléchie par le sommet de l'atmosphère vers l'espace. Il y en a une partie qui pénètre dans l'atmosphère, qui pénètre dans l'océan, qui pénètre dans la Terre. Et de tout ça, ça fait une chaleur qui crée un rayonnement infrarouge, donc correspondant à la température des différentes composantes, que ce soit l'océan, la Terre, etc. Et ce rayonnement infrarouge, il est bloqué au sommet de l'atmosphère par les fameux gaz à effet de serre qui sont là naturellement et qui font que seule une partie de ce rayonnement infrarouge, donc ça arrive à plus haute fréquence et quand ça réémet à plus basse fréquence, c'est en partie bloqué et ça reste piégé sur la Terre. Et donc le phénomène de réchauffement actuel, il est aujourd'hui attribué au fait que
l'augmentation de ces gaz à effet de serre fait que la part de ce rayonnement qui reste piégé dans la Terre, enfin dans la zone terrestre avec l'atmosphère, est en train de croître, ce qui crée quelques dérèglements de ce système que je viens d'évoquer avant. Donc voilà d'un point de vue énergétique. Alors après ça, donc on peut aussi regarder les choses en termes de carbone, puisque le principal gaz à effet de serre, vous le savez, c'est le CO2. Et donc ce CO2, si on regarde ce qui se passe entre les émissions, donc le CO2, il y a des émissions naturelles, il y a des émissions humaines, et puis ce CO2, il peut être piégé dès qu'on plante un arbre, ça piège du CO2, et puis voilà, ça peut aller dans l'océan aussi, pareil, ça peut être soit digéré directement dans l'océan, c'est ce qui crée l'acidification des océans, soit aussi produire du plancton qui va lui-même alimenter une chaîne alimentaire dans les océans. Donc vous voyez qu'il y a différentes choses qu'on peut regarder, l'équilibre en termes d'énergie, donc qui va créer des changements de température, l'équilibre en termes de gaz carbonique qui peut se transformer en matière carbonée. Voilà, donc tout ça pour dire que donc, ce que je viens d'expliquer qui est sur cette planche, donc il y a des interactions entre ces différents milieux, il y a des flux d'énergie, des flux de matière, il y a des boucles de rétroaction positives ou négatives. Lorsqu'on augmente les gaz à effet de serre, on peut très bien créer des réactions dans l'atmosphère qui vont faire qu'il y aura moins de nuages, plus de nuages. Et suivant la façon dont tout ça se passe, on va faire fondre de la glace qui va changer la réflectivité de l'océan. Donc tout ça fait qu'il y a des phénomènes qui peuvent s'auto-accélérer ou au contraire s'auto-compenser. Donc on a des mécaniques assez complexes. Et surtout, ce qui augmente la complexité du phénomène et qui donne au spatial une valeur tout à fait particulière, c'est le fait que ces phénomènes, ils sont sur des échelles spatiales et temporelles très diverses. On a des choses que l'on peut suivre et qui se passent au niveau global. Il y a un réchauffement global qui se traduit par la montée du niveau des mers, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent plus à une échelle régionale, ça peut être un bassin océanique, une chaîne de montagnes. Et là, quand on regarde dans le détail, on voit que la réaction du système Terre à ces changements n'est pas du tout la même suivant qu'on s'intéresse à une région, à une autre région. Et puis il y a des choses, les phénomènes physiques, eux, se passent souvent à des échelles très locales. C'est au niveau d'une forêt, d'un estuaire, d'un tourbillon dans l'océan, que se font les interactions entre ces milieux, les échanges de matière, d'énergie. Et puis, on a des choses qui se passent de façon très fine, dans les séismes, etc., qui ont des impacts. Et au niveau temporel, c'est pareil. On a des choses très, très lentes. Alors là, il y a les millions d'années, mais au niveau du climat, on a des choses qui sont sur des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Et puis, on a des choses qui sont beaucoup plus rapides, comme des tempêtes. Voilà. Et tout ça, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut avoir une vision globale de la Terre. Sinon, si on rate un morceau, on risque de dire des bêtises parce que tout est en mouvement et donc les choses peuvent se déplacer. Si on ne regarde qu'à un seul endroit, on peut avoir des effets stroboscopiques qui font qu'on a une vision biaisée. Et donc, il y a des zones qui sont difficiles d'accès, l'intérieur de la Terre, les océans profonds, et puis sans parler de zones reculées, désertiques ou autres. Voilà, donc tout ça fait que pour bien comprendre ce qui se passe, on a affaire à des signaux qui sont difficiles à identifier. On a un problème d'échantillonnage des mesures, donc le fait qu'il faut à la fois avoir une vision globale, mais avec un échantillonnage adapté pour voir les petits phénomènes, sinon on rate quelque chose. Et puis on a des problèmes de précision et d'étalonnage. C'est que la Terre, naturellement, son climat, il évolue. Avant qu'on parle de changement climatique, on avait déjà des saisons et plus de saisons d'une année sur l'autre. Les gens disaient déjà qu'il n'y avait plus de saisons. Donc c'est pas nouveau qu'il y ait une variabilité naturelle. Et donc pour arriver à distinguer le signal anthropique dans le changement du climat de ce qui est la variabilité naturelle, il faut avoir des mesures extrêmement précises. Alain évoquait sur cette histoire du niveau de la mer, le fait qu'il faut descendre au niveau du millimètre dans la précision d'une mesure de ce niveau de la mer pour dire quelque chose de pertinent et arriver à séparer les variables. Donc ce sont ces caractéristiques d'échantillonnage, de précision et d'étalonnage qui font que on est obligé de déployer des systèmes de mesure assez complets dans lesquels le spatial joue un rôle majeur. Alors, je vous disais qu'il y a des organisations internationales donc, qui ont essayé de mettre en place des choses coordonnées, puisque ça ne peut pas se suivre à l'échelle d'un pays, c'est forcément à un niveau international. Donc, alors, vous ne pouvez pas lire tout, là, c'est écrit trop petit, mais c'est juste pour que si ça vous intéresse, c'est sur Internet, tout ça, vous pourrez vous référer au site. Donc, il y a en particulier une organisation qui, tout ça, ça dépend plus ou moins de l'ONU de près
près ou de loin, et donc une organisation qui s'intéresse à coordonner les efforts internationaux pour le suivi de ces évolutions du climat. Et donc ces gens-là ont défini quels sont les paramètres qu'il faut surveiller pour comprendre ce qui se passe, comment on doit le faire, quelles sont les règles du jeu, les précisions, les échantillonnages, etc. Qui s'en occupe, les agences spatiales, mais il n'y a pas que les agences spatiales, il faut aussi des mesures depuis, je m'occupe du domaine océan, depuis les satellites on peut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas inventé le sondeur qui pénètre sous la surface de l'océan. Donc là il faut aller à la mer et déployer des instruments pour voir ce qui se passe sous l'océan. Donc il y a d'autres agences qui sont en jeu. Et puis après ça, il faut coordonner les résultats, s'assurer que tout ça est cohérent, homogène. Et donc voilà. Donc il y a une grande mécanique pour arriver à faire un tout cohérent. Et tout ça produit des observations qui ensuite vont être utilisées par d'autres groupes comme le GIEC. Vous connaissez ce groupe international sur l'étude du climat qui produit des rapports tous les 5 ans en utilisant ces informations-là. Alors, donc, en fait, les gens, quand ils ont essayé en interaction avec les climatologues, ont défini une cinquantaine de paramètres qu'il est essentiel de mesurer si on veut surveiller le climat. Alors vous ne pouvez pas les lire, mais ils ont divisé ça par milieu. Dans l'océan, il y a la température de l'océan, le niveau, les vagues, le vent, etc. Dans l'atmosphère, il y a tout un tas de paramètres, à la fois sur l'aspect physique de l'atmosphère, la température, et puis sa composition aussi, les gaz à effet de serre, etc. Et sur Terre, il y a le couvert forestier. Enfin, voilà. Donc il y a une cinquantaine de paramètres sur lequel il y a eu un consensus qui est que si on veut comprendre le climat et son évolution, il faut suivre ces 50 paramètres parce que s'il y en a un qui bouge, quelque part, ça aura des conséquences sur les 49 autres. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 50 paramètres, il y en a plus de la moitié sur lequel la source principale d'information, c'est l'espace. Dans presque tous, il y a une contribution du spatial, mais déjà aujourd'hui, avec les instruments qu'on a en orbite, qu'on a déjà en orbite, qui sont en orbite depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse vraiment parler de climat. Hein. Si on lance un satellite, la première chose qu'on va voir, c'est la météo du jour. On ne va pas voir ce qui s'est passé sur le. Il faut avoir des séries un petit peu longues pour interpréter d'un point de vue climat. Mais il y a donc déjà avec les satellites qui volent et qui ont volé depuis 10-20 ans, on se donne plutôt 20 ans comme durée minimum, on a suffisamment d'informations pour aujourd'hui apporter des réponses pertinentes grâce au spatial à plus de la moitié de ces variables. Et sur les autres, on repose sur des mesures historiques qui sont faites au sol, principalement. Voilà, alors donc je ne vais pas aller dans les détails parce que je pense que je suis parti pour être un peu long. Donc c'est des exemples de tous ces paramètres tels qu'ils peuvent être mesurés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Alors, comme je vous l'ai dit, on produit des mesures, on essaye de faire des mesures de qualité avec un bon échantillonnage, des mesures étalonnées et tout ça, qui couvrent à la fois d'un point de vue couverture spatiale et temporelle, mais aussi en termes de diversité d'observation. On ne peut pas se contenter de mesurer le CO2 et de dire j'ai tout compris par rapport à ça. Il faut mesurer le CO2, mais il faut mesurer d'autres choses. Et donc tout ça est fourni à des spécialistes du climat, donc des climatologues, qui en ont donc en particulier ce groupe qui est le GIEC, qui en ont sorti quelques grandes informations donc dans leurs rapports successifs. Le constat que la température moyenne de la Terre a augmenté de façon significative, donc presque 1 degré, que le niveau des mers a monté de 19 cm en un peu moins d'un siècle, que le pH de l'océan a baissé. Donc ça, c'est le résultat direct, comme je vous disais tout à l'heure, du fait que l'océan absorbe directement le gaz carbonique, ce qui crée des réactions chimiques qui font baisser le pH de l'océan. Donc ça on peut. Et puis, voilà, les mesures directes des gaz à effet de serre, on y reviendra tout à l'heure, montrent une augmentation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de la Terre, de concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Donc ça, c'est les constats qui sont faits, qui résultent de l'analyse de toutes ces observations. Voilà. Alors, donc ça, c'est les considérations un peu générales que je voulais faire ce soir. Et puis maintenant, je vais prendre quelques exemples, parce que je ne peux pas, dans le temps qu'on a, ça serait un peu rébarbatif, et en plus, je ne serais pas compétent pour le faire, prendre les 53 variables pour vous dire où on en est sur les 53 variables. On y passerait trop de temps. Donc j'ai choisi quelques petits exemples. Vous verrez, c'est 3 ou 4 exemples, le choix est un peu arbitraire, mais ça correspond aussi peut-être à ce que je connais un peu plus. Donc, et puis il y a des paramètres qui m'ont paru particulièrement emblématiques pour montrer ce que l'on peut faire. Alors,
l'exemple qui est particulièrement dans l'air du temps, parce que ça vous allez le voir, c'est un domaine qui est largement émergent, c'est de suite, donc alors hop, je crois que j'ai une planche qui dit ça, juste après. Donc vous avez suivi l'actualité des derniers mois, Alain en a parlé, la COP21. Donc le dernier rapport du GIEC a vraiment établi avec une quasi-certitude le lien entre l'augmentation des gaz à effet de serre et puis le changement que l'on pouvait observer. L'analyse que les émissions dues à l'homme, donc qui sont 4% des émissions totales, étaient responsables de ce déséquilibre. Et que donc, à partir de là, il fallait qu'on mette en place un suivi de ça et des réglementations pour s'assurer qu'on limite l'augmentation de cet effet. Donc ça, c'était l'enjeu de la COP21. L'accord a été signé, enfin, un premier accord, si j'ai bien compris, a été signé il y a quelques jours. Il reste à ce que ce soit ratifié par tous les pays. Mais donc maintenant, il y a un enjeu important qui est de définir les bonnes politiques publiques qui vont permettre de baisser les émissions et puis de se doter des outils pour vérifier que ces politiques sont efficaces. Parce qu'on peut toujours mettre en place une réglementation. Si on n'a pas les moyens de vérifier qu'elle est appliquée, ça ne sera pas très, très utile. Donc c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de pays se sont dit, puisque le satellite est quand même un des seuls outils pour faire des mesures globales, on va faire des satellites dédiés qui vont avoir pour objet de mesurer la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc de nous donner des informations sur l'évolution de ce CO2 et donc sur l'efficacité des politiques qui auront été, de la mise en œuvre des politiques qui auront été décidées par les différents pays. Voilà. Alors dans ce cadre-là, donc il y a eu quelques initiatives, je crois que j'en parle dans une seconde, et puis côté français, récemment, dans la foulée, récemment déjà, il y a quelques années, donc il y a eu une initiative en coopération avec l'Allemagne pour mesurer le méthane, et puis donc cette année, dans la dynamique de la COP21, a été décidée une mission d'étude du CO2 qui est en cours de définition actuellement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc sur les éléments généraux, donc sur ces sources et ces puits de CO2, donc les sources liées aux activités humaines, il y a que ce soit en direct par émission ou par coupe du bois, et puis donc les puits qui sont donc les endroits où le CO2 peut être stocké, donc l'océan, la forêt et l'atmosphère. Donc c'est ça qu'on veut essayer de préciser, et surtout là on a des chiffres globaux moyens, mais d'avoir des cartes pour suivre là où ça augmente, là où on augmente les sources, là où on augmente les puits ou l'inverse. Voilà, donc ça c'est les courbes qui rappellent les évolutions donc des émissions de CO2. Donc c'est réparti ici par continent. Donc depuis ça fait maintenant une cinquantaine d'années. Donc voilà, donc avec tout à fait lié au développement économique. Et on voit la croissance de la Chine qui s'est faite en plus avec des énergies fossiles, combustion de charbon et des choses comme ça. Alors, maintenant, donc, une fois qu'on a établi le constat que c'est important d'arriver à suivre ces émissions de CO2, enfin ce taux de CO2 dans l'atmosphère, comment on peut faire ça avec un satellite? Alors, la façon dont on fait ça avec un satellite, c'est d'utiliser le fait que la lumière du Soleil, donc on a vu la lumière du Soleil arrive au sol, le sol va réémettre un rayonnement infrarouge, et en fait, ce rayonnement infrarouge, vous savez que chaque particule, suivant sa composition, sa nature, va absorber plus ou moins le rayonnement. Et donc le CO2, il absorbe ce rayonnement dans trois bandes de fréquences. Et donc si on mesure la lumière infrarouge très précisément dans ces trois bandes, par rapport à ce qui se passe dans les autres bandes de fréquences, on va avoir une idée directe de la quantité de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère à l'endroit où on fait la mesure. Donc, voyez, donc ce sont des mesures optiques en infrarouge que l'on va utiliser principalement pour avoir une mesure de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Alors ce genre de technique, on les a déjà utilisées. Vous avez peut-être entendu parler de cet instrument français qui est un succès du spatial, qui est l'instrument YASI. C'est un sondeur météo. Alors au départ, il avait été fait, lui, pas pour le suivi du CO2. Il a été fait pour faire, et là je pense qu'Alain Delève pourra en parler plus savamment que moi parce qu'il connaît très bien cet instrument, et d'autres peut-être dans la salle. Donc cet instrument a été fait pour la météo, et c'est un instrument qui a révolutionné la météo. Aujourd'hui, les estimations qui sont faites, c'est que plus du quart du savoir qui est dans une prévision météo provient de cet instrument qui est embarqué sur un satellite européen, METOP. Donc cet instrument a été conçu au départ pour de la météo, en faisant des profils de l'eau dans l'atmosphère, de température,
température, etc. Mais il permet aussi, déjà de par sa conception, il permet aussi de calculer des taux de gaz. Donc on a un savoir-faire français dans ce domaine-là. Voilà. Un petit exemple là où à partir de cet instrument IASI, on a pu faire des cartes sur de l'ammoniac dans l'atmosphère, avec des zones qu'on peut repérer où il y a des sources d'ammoniac importantes. Voilà, donc on a un savoir-faire, on sait déjà qu'avec l'espace on peut le faire. En plus, d'autres pays se sont lancés dans ce genre de technique, pas exactement avec les mêmes instruments, mais donc les Japonais ont été les premiers en 2009 à tirer un satellite qui mesurait ça. Il y a eu un petit peu de temps pour mettre au point l'interprétation des mesures, mais aujourd'hui on a des séries continues. La NASA plus récemment a envoyé un satellite. Les premières cartes de répartition du CO2 que j'ai reprises ici sont déduites des mesures de ce satellite américain. Et donc, côté français, on a ces nouvelles initiatives qui sont en cours, valorisant notre savoir-faire technologique pour apporter notre pièce au puzzle. Donc, le projet, il s'appelle Microcarm, et donc il est en cours d'étude, donc sur la base des technologies que l'on maîtrise, pour assez rapidement être capable de déployer donc un satellite qui permettra à la France d'avoir une capacité de suivi donc de ce CO2 à l'échelle planétaire, et tout ça étant complémentaire de ce que peuvent faire les autres pays en ce domaine. Il est important à la fois d'avoir une autonomie de mesure, mais aussi il ne s'agit pas de faire de cloisonner. On a rarement suffisamment de mesures pour se permettre de tout cloisonner, mais il est aussi important d'avoir des informations pertinentes que l'on maîtrise. Voilà, donc ça c'était la partie. Alors je ne sais pas où j'en suis du timing, Alain. C'était à combien de temps? Bon, très bien. Donc on va parler de la deuxième partie que je voulais traiter, donc c'est la partie océan. Et donc en particulier de cette affaire de l'élévation du niveau des océans. Alors vous savez que si Alain Delef a pu dire que l'océan joue un rôle important, donc il y a l'aspect surface de l'océan, qui est un paramètre, 70% de la surface terrestre, mais il y a aussi, et je dirais presque principalement, la profondeur. L'océan, en moyenne, là, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'on connaît l'océan surtout par les plages qu'on fréquente, mais la profondeur moyenne de l'océan, c'est 4000 mètres. Donc, si vous considérez la chaleur calorifique de l'eau, hein, la capacité de l'eau à stocker de la chaleur, en fait, 4000 mètres d'eau, ça représente une capacité calorifique absolument gigantesque. Donc, l'océan a une capacité absolument unique à stocker des quantités considérables de chaleur. On va voir dans une minute qu'aujourd'hui, l'océan, il stocke 93% de l'excédent de chaleur qui est généré par le changement climatique. Donc, c'est cette capacité unique à stocker de la chaleur et puis aussi à le transporter. Parce qu'à travers les courants marins, la chaleur qui est stockée principalement dans les zones où ça chauffe beaucoup, les zones tropicales, en fait, cette chaleur va être envoyée d'une part en horizontal, enfin à la surface, ça va être envoyé vers les zones polaires, et puis ensuite l'océan aussi a la capacité d'envoyer la chaleur vers le fond. Et ça, c'est une des questions qui est aujourd'hui ouverte. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est une question qui est ouverte et qu'on aura traitée dans l'avenir. C'est que l'océan, quand vous regardez sa structure, en fait, il y a deux couches. La façon simple de voir l'océan, c'est deux couches. Il y a une couche en surface qui fait une centaine de mètres de profondeur, qui correspondrait un peu à une couche limite. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'aéronautique ici, un peu à la couche limite. Donc c'est la couche qui est en interaction directe avec l'atmosphère, qui est relativement chaude. Et puis en dessous, vous avez une couche froide. Et comme l'eau chaude est plus légère que l'eau froide, ces deux couches, elles vivent naturellement leur vie, l'une posée sur l'autre. Et il y a relativement peu d'échanges entre ces deux couches, mais il y en a quand même, puisqu'en fait, il y a des capacités d'échange entre l'eau du fond et l'eau de surface. Un des éléments essentiels, c'est le sel, parce que l'eau chaude est plus légère, mais si vous mettez du sel dedans, elle est plus lourde. Donc il y a des zones dans l'océan où l'eau de surface plonge. C'est le cas notamment au sud du Groenland. En fait, l'océan Atlantique est l'océan le plus salé. Alors, là, si je pourrais vous parler pendant un moment, mais c'est assez intéressant de voir ça. Mais l'océan Atlantique, pour tout un tas de raisons, est l'océan le plus salé. Donc quand les eaux sont remontées par le Gulf Stream, elles se refroidissent, et on a des eaux qui sont froides et très salées, donc elles ont la capacité de plonger au fond de l'océan. Vous avez sûrement entendu parler de ce film, là, c'était le jour d'après, ou le jour d'avant, je ne sais plus, le jour d'après, je crois. Voilà, donc, qui était sur ce thème-là, qu'on pourrait imaginer que si jamais ces eaux arrêtaient de plonger, ça bouleverserait complètement le climat. Bon, alors c'était une vision caricaturale, mais il y a quand même cette idée que l'eau peut transporter de la chaleur, il peut la transporter en surface. On a un échauffement dans les tropiques qui va se propager vers les pôles, mais aussi en profondeur. Et alors cette question du stockage en profondeur, aujourd'hui, c'est une question très importante, puisque donc aujourd'hui, l'océan stocke l'essentiel
de l'excédent de chaleur qui est produit par ce changement climatique, si ce réchauffement ne se fait qu'en surface, l'impact pour nous, en gros, on va temporiser l'effet du changement climatique, mais d'ici quelques temps, on va arriver à une limite si tout est stocké dans une couche fine d'une centaine de mètres, alors que si, à contrario, cette chaleur est envoyée vers le fond de l'océan, là on a une capacité beaucoup plus grande avant que les impacts commencent à s'accélérer pour nous humains qui vivons plutôt sur Terre ou à la surface. Voilà. Donc ça c'est une des questions qui est aujourd'hui ouverte, c'est comment l'océan va répartir cette chaleur. Bon, alors pour surveiller ça, en fait, donc l'outil principal que l'on a utilisé, c'est donc ces mesures d'altitude du niveau des océans. Donc on mesure le niveau de l'océan. Alors ça se fait par une mesure radar. Donc dans la salle, il y a quelqu'un, je vois qu'il y a Laurent qui pourrait en parler mieux que moi. Mais donc il y a un radar qui est fabriqué à Toulouse, dans les usines de TAS, et qui donc mesure la distance entre le satellite et la surface de l'océan, très précisément. Ensuite, comme l'a dit Alain, si on connaît très précisément l'altitude du satellite, par des techniques de calcul d'orbite précis. Donc on a l'altitude du satellite, on a la distance satellite-océan, en faisant la différence des deux, on a la hauteur de l'océan. Donc le principe de la mesure est simple, le seul élément complexe, c'est d'arriver à avoir la bonne précision. Mais donc ça, c'est une mesure importante, puisqu'en fait, les variations du niveau de l'océan, c'est significatif de beaucoup de choses, mais il y a deux choses qui nous intéressent pour la présentation de ce soir. C'est le fait que si on chauffe l'eau, elle se dilate, donc on la voit monter, et que si on rajoute de l'eau, ça la fait monter aussi. Donc aujourd'hui, si on suit cette élévation moyenne du niveau des océans, eh bien, on a une indication du réchauffement de l'océan d'un côté et aussi des échanges de masse d'eau entre continents et océans. Et ces échanges de masse d'eau, ça peut être de la fonte de glace, et ça peut aussi être des transferts d'eau liquide, que ce soit sous forme d'évaporation ou de précipitation, ou de l'apport des fleuves, de changements en tout cas sur ces paramètres-là, donc entre océan et surface continentale. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, donc on a à travers cette mesure-là un indicateur qui a été beaucoup utilisé par les médias, beaucoup par les décideurs, parce qu'on a un indicateur un peu global qui nous renseigne sur le changement du stockage, de la quantité de chaleur stockée sur notre planète. Donc voilà, alors comme je vous l'ai dit, donc aujourd'hui, si on reprend le bilan d'énergie que je vous présentais tout à l'heure, donc aujourd'hui l'océan est celui qui absorbe 93% de l'excédent de chaleur qui est produit. Les glaces, c'est 4% et les terres et l'atmosphère, c'est 3% qui restent. Donc vous voyez que cette capacité de stockage, elle est vraiment très très importante. Et donc sur ce qui influence le niveau de la mer, donc là vous avez tout ce qui peut influencer le niveau de la mer. Donc il y a bien sûr, comme je l'ai dit, il y a le réchauffement direct de l'eau, donc le réchauffement qui fait dilater l'eau et qui la fait monter. Mais il y a les glaces qui fondent, il y a la masse de l'océan qui change parce qu'il y a des apports en pluie. Et puis du côté de la côte, il y a les sécheresses, les inondations qui font qu'on change des masses d'eau. Vous allez voir dans quelques minutes que l'on peut, lorsqu'on a une grosse sécheresse sur une région, il y aura moins d'eau sur Terre, et en fait cette eau qui n'est pas tombée sur Terre, elle a de bonnes chances d'être tombée sur l'océan. Donc on peut avoir des transferts de masse d'eau très significatifs entre Terre et océan, qui sont soit plus d'eau dans l'océan quand il y a des grandes sécheresses sur des grandes zones, ou moins d'eau dans l'océan quand il y a des grandes inondations sur des grandes zones. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui influencent ce niveau de l'océan. C'est ce qui en fait son intérêt, et le fait qu'en mesurant ça, on a un indicateur un peu global du changement climatique. Alors, donc, voilà les résultats. Donc, ça, c'est donc deux choses donc, sur ces signaux océans. Donc, la planche du haut, c'est donc ce niveau moyen des mers. Donc, on fait ces mesures avec notre satellite qui est équipé d'un radar. On fait des mesures. Donc, chaque mesure, en fait, la mesure élémentaire, c'est la moyenne, parce qu'il y a évidemment les vagues. On n'échantillonne pas le haut et le bas d'une vague. Notre radar nous donne la moyenne du niveau de l'océan sur une tache au sol qui fait quelques kilomètres. C'est un cercle de 5-6 kilomètres. Et donc, on fait des mesures élémentaires tous les 5-6 km, et puis au bout d'un certain nombre de jours, donc quand on parle de Jason, c'est 10 jours, on a échantillonné à peu près toute la Terre, et donc on peut faire une moyenne, et donc tous les 10 jours, on a l'évolution du niveau moyen des océans. Et donc on fait des mesures depuis fin 92, et donc on obtient cette courbe-là quand on fait ce calcul. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est monté depuis cette époque-là d'un peu plus de 8 cm de façon assez régulière. Donc c'est la question clé, c'est d'interpréter cette montée et
de savoir pourquoi. Est-ce que c'est un échauffement? Est-ce que c'est un changement d'apport des masses d'eau? Et ça, on va le regarder dans une minute. Mais avant d'aller sur cet aspect-là, de décodage de qu'est-ce qu'il y a derrière cette montée régulière du niveau de la mer, vous voyez que ce mouvement, il n'est pas régulier. La tendance y est. Et on a très nettement une tendance de l'ordre de 3 mm par an. Mais en fait, ça s'accélère à certains moments, ça baisse à d'autres. Donc ça, c'est aussi une question. Ça a été utilisé par certains. Vous voyez notamment la période 2011. Là. Période 2011, l'océan est redescendu. Donc vous avez un certain nombre de gens qui ont dit, vous voyez, c'est nos données. Alors c'est là où on va rejoindre les questions qu'on a traitées dans le bouquin. C'est le côté utilisation, là c'est presque politique, mais bon, sociologique ou politique. C'est regarder, on est venu utiliser nos données, on les a pris un peu en otage en disant, regardez, le niveau de la mer montre que votre histoire de changement climatique, c'est fini, ça redescend. Bon. Donc il s'agit de comprendre pourquoi pendant 2-3 ans l'océan est descendu par rapport à cette tendance moyenne. Le réchauffement climatique n'a pas diminué, donc il faut comprendre pour être capable d'éclairer les décideurs et de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent prendre des décisions appropriées, encore une fois. Alors c'est pour ça que j'ai donné en dessous un autre indicateur que l'on peut calculer avec l'altimétrie, qui est le suivi de ce phénomène El Niño. Alors le phénomène El Niño, là aussi certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, c'est cette grande anomalie du climat qui est connue depuis très longtemps, qui au départ ne nous touche pas nous directement. Ça concerne essentiellement les gens qui sont dans la bande tropicale du Pacifique. Le phénomène El Niño, c'est un phénomène qui peut s'expliquer de façon relativement simple. C'est que dans cette zone-là, vous avez les alizés, c'est des vents qui soufflent vers l'ouest. Donc vous avez des vents assez forts qui soufflent vers l'ouest. On est dans une zone tropicale, donc l'océan est assez chaud. Et donc les vents soufflant vers l'ouest, ils poussent l'eau de surface vers l'ouest. Donc la situation normale, c'est que vous avez une grosse quantité d'eau chaude qui est stockée ici, là, du côté de l'Indonésie, au nord de l'Australie. Donc vous avez une masse d'eau chaude qui est tenue là par les vents qui poussent cette eau. Et à contrario, du coup, vous avez remontée d'eau froide. Pour compenser le fait que l'eau part vers l'ouest, vous avez le long des côtes américaines des remontées d'eau froide. Tous ceux qui ont été se baigner du côté de San Francisco ont noté que l'eau est bien plus froide que ce qu'on aurait pu attendre dans ces latitudes-là. Et si vous allez du côté du Pérou, c'est pareil. Donc ça, c'est la mécanique naturelle. Le vent souffle, ça amène cette eau chaude et ça fait remonter de l'eau froide. Bon. Et du coup, comme on a de l'eau froide ici, on a un climat relativement sec. Alors que comme ici on a de l'eau très chaude, ça fait un climat très humide avec autour beaucoup de pluie et voilà. Donc le phénomène El Niño, c'est quand pour les causes exactes aujourd'hui ne sont pas totalement connues, mais la mécanique elle est bien connue, c'est que cette piscine d'eau chaude, elle se met à certains moments à refluer vers l'est, et ça s'associe avec une baisse des alizés, l'un excitant l'autre ou l'autre excitant l'un. Et donc la masse d'eau chaude reflue vers l'est, l'alizé faiblit, et donc dans ces conditions, on se retrouve dans une situation inverse avec de l'eau froide à l'ouest et de l'eau chaude à l'ouest. Donc on inverse complètement en fait le climat dans ces régions. On se retrouve ici avec des régions qui ont l'habitude d'un climat très humide qui se retrouvent avec un climat sec. Donc là vous avez des incendies de forêt, tout un tas de choses qui se passent par là. Et puis ici vous retrouvez un climat très humide avec des inondations terribles. Vous savez cette année donc on a eu un événement El Niño cette année. Vous savez que le Paris-Dakar avait changé son parcours, en partie grâce à nos satellites, puisque on avait pu prévoir que ce phénomène allait se passer, et donc les organisateurs ont décidé de changer le parcours, sachant qu'il allait y avoir des inondations dans les zones où ils voulaient organiser la course. Bon, ça, c'est un petite anecdote. Mais vous voyez, donc ce phénomène, il est connu depuis longtemps, il se produit tous les 5 à 10 ans. Aujourd'hui, en regardant ce qui se passe, donc ça se traduit par des variations de niveau de l'océan. Eau chaude, ça veut dire plus haut, eau froide, plus bas. Donc simplement, en regardant les différences de niveau entre l'ouest et l'est, on peut calculer un indice qu'on appelle l'indice El Niño, qui permet de savoir si on est en El Niño prononcé. Donc quand cet indice est fort et positif, c'est qu'on est El Niño. Et quand il est négatif, c'est le contraire, ce qu'on appelle la Niña, c'est qu'après un El Niño, il y a un reflux, et au contraire, la masse d'eau chaude part encore plus loin vers l'ouest. Donc, ces successions d'événements, on peut les suivre donc avec nos mesures. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez, c'est en même temps ces deux tracés. Parce que vous voyez que les périodes bizarres là où ça redescendait, donc 2011, il y avait eu aussi 97 où il y avait un Niño fort, et ben c'est ces périodes-là. Donc ici, vous avez eu un Niño fort, la Niña très forte derrière, et là maintenant, vous retrouvez la même chose. Donc en fait, les variations du niveau de l'océan, là on est sur une moyenne globale de l'océan. Ici, on regarde ce qui se passe simplement dans le Pacifique, mais en fait, c'est relié. Alors on peut dire c'est le hasard si c'est relié, mais en fait non. On a fait un certain nombre d'analyses, d'études. Quand je dis on,
les scientifiques avec qui on travaille, en particulier l'équipe d'Annie Cazenave, que certains d'entre vous connaissent, qui est chercheuse à l'Académie des sciences et qui travaille donc au Légos à Toulouse, et avec Benoît Messignac en particulier. Donc ils ont fait des analyses de tout ça, ils ont été chercher d'autres informations, et ils ont pu montrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en situation El Niño, en fait, vous avez un déficit de pluie dans l'Amazone, un déficit de pluie dans l'Amazone, alors qu'en période La Niña, vous avez des sécheresses en Australie, et donc ça fait des grandes balances des masses d'eau qui, dans ce cas-là, quittent la zone amazonienne, et bon, de bonne chance, si la pluie ne tombe pas là, elle tombe dans le Pacifique, donc on le retrouve là, et à contrario ici, quand vous avez beaucoup d'eau là, cette eau, l'eau qui tombe sur l'Australie, elle s'est évaporée du Pacifique, donc vous avez des grands échanges, mais vous voyez que les ordres de grandeur sont assez impressionnants, puisque ces pluies fortes ou faibles ont une influence sur le niveau de la mer qui se traduit en moyenne globale sur l'océan par plusieurs millimètres. Donc voilà, donc tout ça pour vous illustrer qu'on fournit des informations, qu'après ça il faut les décoder. Si on les prend au premier ordre, on peut dire des bêtises, mais que si on combine des informations directes, on arrive à interpréter ça correctement. Alors pour les interpréter, donc au-delà de, maintenant donc on a compris pourquoi on avait une variation moyenne, on a compris pourquoi on avait des variations d'une année sur l'autre au-delà de cette variation moyenne, et donc l'équipe Annie Cazenave, Benoît Messignac et les autres ont essayé de comprendre maintenant dans cette montée moyenne des océans qu'est-ce qui revenait du réchauffement de l'océan et qu'est-ce qui revenait de l'évolution de la masse d'eau. Alors pour ça, on a utilisé d'autres informations qui viennent directement ou indirectement du satellite. Pour avoir l'évolution des masses d'eau, on a une autre mission spatiale qui est très intéressante, qui mesure le champ de gravité de la Terre. C'est une mission spatiale qui a été menée en coopération entre les États-Unis et l'Allemagne, mais en utilisant d'ailleurs de la technologie française de l'ONERA, des accéléromètres de l'ONERA. Donc le principe de cette mission, c'est qu'il y a 2 satellites et on mesure très précisément la distance entre ces 2 satellites. Et quand la gravité, quand ce couple de satellites arrive sur une zone de plus forte gravité, par exemple quand il va survoler l'Himalaya, là vous avez une grosse masse rocheuse qui se traduit par une augmentation de la gravité de la Terre, et bien en fait du coup ça va se rapprocher et ensuite ça va d'abord s'écarter puisque ça va tirer d'abord l'un, ça va d'abord s'écarter puis se rapprocher. Donc quand on analyse ce mouvement relatif des 2 satellites, on retrouve très précisément le champ de gravité de la Terre. Et donc cette mission a permis de faire ça. Il y a d'autres missions. En Europe, on a une mission importante qui s'appelle GOCHE, qui fait aussi par d'autres techniques la mesure du champ de gravité. L'intérêt de celle-là, c'est qu'elle permet d'avoir des variations dans le temps. Donc ces mesures sont répétitives et donc on peut voir les variations de la gravité de la Terre. Si le champ de gravité de la Terre évolue, les roches, elles évoluent assez peu, ça évolue à l'échelle de la tectonique des plaques, donc ça évolue assez peu. Ce qui peut faire changer le champ de gravité de la Terre, c'est les masses d'eau. Ce qui peut bouger le plus facilement sur Terre, c'est les masses d'eau. Donc vous avez, à travers ces mesures, on est capable de retrouver un effet saisonnier. Si vous avez de la neige qui est accumulée en grande quantité sur la partie nord de l'hémisphère, vous avez une quantité d'eau importante qui est stockée là, globalement la gravité va augmenter. A contrario, l'été, ça va diminuer. Bon. Et donc, donc ça, c'est des effets saisonniers, mais on peut aussi regarder ce qui se passe à l'échelle régionale. Et donc, on a pu montrer avec ça que globalement, le champ de gravité sur les océans avait augmenté de façon significative, donc signe que de l'eau qui était sur Terre est venue sur les océans. Donc ça, c'est pour comprendre. Et donc, on a pu avoir la partie de nos mesures avec cette mesure-là qui provient d'une augmentation de la masse d'eau qui s'est traduite par un changement sur la gravité terrestre. Et pour vérifier ce qui se passait au niveau réchauffement intérieur, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas faire un satellite qui va sonder la température sous l'eau. Que ce soit en optique ou en radar, on fait des mesures de surface. En optique, on peut pénétrer de quelques mètres, mais jamais on peut aller très loin dans l'océan pour aller faire des mesures en profondeur. Donc en fait, pour ça, il y a un système international qui a été déployé, qui est un système qui a été déployé en parallèle de la série des satellites Topex et Jason, qui s'appelle le système Argo. Et il s'appelle le système Argo parce qu'une partie, c'est parce qu'il utilise, pour récupérer les données, il utilise le système Argos. Et vous savez, j'ai travaillé à CLS, mais c'est l'un des boulots de CLS, c'est d'opérer le système Argos, qui est un système de collecte de données, qui là aussi est opéré à Toulouse, et qui permet donc de récupérer des mesures qui sont faites partout sur la Terre. Alors donc en fait, le principe de mesure, là, c'est on a une bouée intelligente. Donc on a un truc là qu'on met en surface.
qui est capable de mesurer la température, la salinité, tout un tas de paramètres. Et en fait, c'est un robot. C'est un robot qui est capable de descendre à 1000 mètres de profondeur. Il va dériver au fond pendant quelques jours, et puis ensuite il remonte en surface. Et quand il remonte en surface, grâce au système satellite de collecte de données, il va être capable d'envoyer ses mesures au sol, ici à Toulouse, et puis il va repartir pour un tour. Donc avec ça, on a, une fois par semaine, on a le profil de température qu'aura vu ce robot pendant sa descente et pendant sa remontée. Donc avec ça, on a vraiment des profils de température. Aujourd'hui, jusqu'à 1000 mètres de profondeur, et puis les gens sont en train, pour répondre à cette question du stockage profond, les gens sont en train de penser à une nouvelle génération qui ira plus bas, jusqu'à 2000 mètres de profondeur au moins. Donc voilà. Et donc en traitant les données de ces instruments-là, donc relayés par nos satellites, eh bien, on a pu voir qu'effectivement la température moyenne de l'océan sur cette couche de 1000 mètres avait augmenté. Et que la somme des deux, c'est pas un coup de chance, c'est que les choses, c'est une façon de vérifier qu'on ne dit pas n'importe quoi, c'est que la somme de ces deux contributions correspond à peu près, au bar d'erreur près, à ce qu'on mesure en variation du niveau de la mer. Donc vous voyez qu'avec ça, ces équipes-là ont pu fermer ce qu'ils appellent fermer le budget, c'est-à-dire on constate que le niveau de la mer monte d'à peu près 3 mm par an. On mesure par ailleurs qu'il y en a à peu près 2 cm qui viennent d'apport d'eau douce, donc fonte des glaciers principalement, et 1 cm qui provient du réchauffement. Donc on commence à avoir une vision un petit peu plus fine, vous voyez, à travers ça, de ce qui se passe. Alors, bon, là, ce soir, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais si Annie ou Benoît étaient là, ils vous diraient que ces chiffres-là, c'est ce qu'on voit dans la période où on a des satellites, mais aujourd'hui, si on remonte plus loin dans le temps, ces chiffres étaient très différents. Il y a plus de 20 ans, il y a 30-40 ans, la partie réchauffement thermique était la plus forte. En fait, la fonte des glaces est quelque chose qui s'est déclenché relativement récemment. L'océan a commencé par se réchauffer, et ça n'est qu'après que la fonte des glaces s'est accélérée. Et aujourd'hui, c'est un point important, mais il l'était moins il y a 30 ans. Donc on a aussi des notions d'accélération qui sont intéressantes pour bien comprendre ce qui peut se passer dans le futur et où est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières pour comprendre ce qui se passe. Voilà, alors on en arrive du coup, pourquoi les glaces? Eh bien parce que vous l'avez vu, une bonne partie aujourd'hui du réchauffement, enfin de la montée du niveau des mers provient de la fonte des glaces. Donc qu'est-ce qui se passe dans les zones polaires? Les zones polaires, c'est des zones qui sont mal connues, parce que c'est difficile d'accès. Et donc là aussi, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de voir et de comprendre ce qui se passe. Alors, là, j'ai pris la partie contribution de l'imagerie, en fait, avec des images optiques ou radar. On peut voir comment évoluent les zones de glace, que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, voir les limites d'extension de la glace. Donc là, il y a eu un certain nombre de programmes qui ont été lancés pour utiliser les satellites d'imagerie, que ce soit des spots ou maintenant des Pléiades, et donc voir comment évolue la limite de la banquise et avoir comme ça une évolution de la surface en glace. On peut faire ça dans les zones polaires, mais il y a eu plein de choses qui ont été faites sur les glaciers continentaux, dans les Andes, dans les Alpes, pour voir l'évolution globale de la surface couverte par les glaces. Donc ça, c'est sur l'aspect surface. Je crois que je n'ai pas mis de plan là-dessus, mais on sait aussi, en utilisant nos radars altimètres, il y a en particulier une mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Cryosat, qui utilise le même genre d'instrument que celui qu'on utilise pour le niveau de la mer, qui permet d'avoir les hauteurs sur glace. Donc là, on a la surface, avec les altimètres, on a la hauteur, donc on peut calculer les variations du volume de la glace. Voilà. Et donc, alors là, on constate, là, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est une question très ouverte, c'est qu'est-ce qui vraiment crée cette accélération de la fonte de la glace qui apparaît comme un phénomène non linéaire, qui s'accélère à certains endroits. Donc là, il y a des questions de processus assez fins pour bien comprendre comment la glace, elle ne fond pas de façon... Encore une fois, c'est des phénomènes vrais. On est vraiment dans des non-linéarités où il y a une partie du réchauffement de la mer par le dessous qui vient fragiliser la partie de la glace. Donc une des théories, c'est que la mer étant plus chaude, elle va fragiliser la glace qui est en bordure ici. Et donc une fois que la glace a été fragilisée en bordure, en fait, c'est tout le glacier qui descend plus vite. Donc vous avez des séries de glaciers qui descendent vers la mer. Si vous coupez, vous faites fondre la glace qui est en limite de la mer, là, ou qui déborde un peu sur la mer, ça va accélérer la descente de l'ensemble du glacier. C'est un des éléments. Après ça, il y a d'autres processus qui ont été mis en évidence à l'intérieur du glacier. C'était surtout au Groenland, avec des apports d'eau douce qui créent des fractures qui en fait font des lignes de faille dans les glaciers qui font que tout ça s'accélère. Donc tous ces processus-là, aujourd'hui, ils ne sont pas totalement connus, et donc il y a des réflexions sur la meilleure façon de suivre ça dans le futur.
Voilà, alors donc ça c'est un élément. Donc là on n'est pas sur, on quitte l'aspect niveau de la mer, puisque quand de la glace de mer fond, ça ne change pas le niveau. Hein. C'est la seule chose qui peut changer le niveau de la mer, c'est quand vous avez de la glace des continents qui vient sur Terre. Mais le glaçon dans le verre d'apéritif, ça ne change pas le niveau qui fonde ou pas, il ne change pas le niveau moyen. Donc mais par contre, c'est un élément important. La surface couverte par de la glace, c'est un élément important puisque ça change l'albédo de la Terre. Si vous avez sur les pôles de la glace, c'est une zone sur laquelle le rayonnement du soleil va se réfléchir directement. Il y a très peu de chaleur qui va pénétrer. La glace, c'est un réflecteur presque parfait. Donc toute la lumière va repartir vers le haut. Alors après ça, suivant l'effet de serre, il y en a plus ou moins qui va repartir vers l'espace. Mais en tout cas, ça ne va pas rentrer dans l'océan. Alors que si la glace fond, la mer est beaucoup plus, va absorber la majeure partie du rayonnement. Donc vous voyez qu'en termes d'influence sur cette machine, ce système Terre, le fait qu'il y ait beaucoup de glace ou pas, c'est un élément important. Et puis c'est aussi un élément important pour les ours blancs qui se baladent par là, parce que s'il n'y a plus de glace, ils sont embêtés. Mais au-delà des ours blancs, il y a une vraie question sur l'évolution de notre planète, parce que si toute la glace des pôles change, quand je parlais de non-linéarité tout à l'heure, là on est face à une non-linéarité, parce que l'albédo changeant, la quantité de chaleur qui va être absorbée dans l'océan va d'un seul coup se mettre à croître. Voilà. Alors donc là, les outils d'imagerie aussi permettent donc que ce soit de l'imagerie optique ou radar. C'est pas mal le radar qu'on utilise là parce que c'est des zones où il ne fait pas toujours beau et il ne fait pas toujours jour. Donc on peut donc tracer des évolutions. Je suis trop tard là ou non? C'est faux. Voilà. Donc vous voyez assez nettement sur cette courbe, je pense, là, les auteurs ont tracé un trait bleu, mais vous voyez que le trait bleu, il n'est pas vraiment représentatif. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à tracer plutôt une parabole. On a un phénomène qui clairement s'accélère sur la fonte des glaces de mer depuis quelques années. Voilà. Alors après ça, donc là, je vous ai donné quelques exemples sur donc trois de ces variables clés parmi les 50 variables clés qu'il est intéressant ou important ou nécessaire de suivre si on veut comprendre ce qui se passe dans le climat et donc avoir les clés pour prévoir ce qui se passe dans le futur. Alors après ça, là maintenant, très rapidement, j'ai abordé un autre aspect qui est c'est bien de comprendre les processus, savoir ce qui se passe, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour que des décideurs puissent décider. Moi, je me souviens, il y a assez longtemps, c'était pas le côté le plus désagréable de mon boulot, mais j'avais été invité par des opérateurs de stations, des grandes stations de ski des Alpes, qui organisaient des séminaires, ils appelaient ça météo et montagne ou je ne sais pas quoi. Donc on était invité à l'Alpe d'Huez et on devait travailler dans l'après-midi et puis le matin on faisait un peu de ski, donc ce n'était pas forcément désagréable. Mais ces gens-là avaient des vraies questions. C'était sur la réalité du changement climatique qui, pour beaucoup, a posé question. Moi, je me souviens, ça devait être il y a une vingtaine d'années. Ces gens-là, ils se posaient une vraie question. C'est est-ce qu'il faut qu'on aménage des pistes à moyenne altitude, à 1500 mètres, parce que ces gens-là constataient que la neige se faisait de plus en plus rare à basse altitude. Ou est-ce que il faut qu'on définitivement on abandonne l'idée de mettre des pistes à basse altitude et qu'on construise des téléphériques qui amènent tout le monde à 2000 mètres. Donc ils avaient des vraies questions d'aménagement et ils étaient intéressés à avoir des visions de gens qui observent et qui peuvent conforter ce qu'eux observent très localement à partir de la vision qu'ils ont d'une année sur l'autre de l'enneigement dans leur station. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant de voir que donc on a des outils pour mesurer, on fait des choses au niveau global, ça reste assez théorique, mais cette réalité globale et théorique, en fait, elle rejoint une réalité locale que se posent des gens qui doivent aménager, que ce soit des décideurs publics ou privés, qui doivent prendre des décisions d'aménagement. Et voilà, et on ne parle pas là des digues suite aux accidents, des surcotes, style ce qui s'est passé dans les Charentes il y a quelques temps. Donc voilà, donc du coup, bon, alors, quel que soit ce qu'on fait, il y a des changements. Le fait de savoir si une tempête est liée au changement climatique ou pas, c'est une question qu'on ne résoudra jamais. Une tempête, on ne sait jamais si elle est liée au changement climatique. Par contre, on constate aujourd'hui qu'il y a une augmentation des événements extrêmes. Le lien de l'une ou de l'autre avec le changement climatique ne peut pas être fait, mais le lien statistique, le fait qu'il y a ce changement climatique et un des éléments qui est associé à ça, c'est qu'il y a de plus en plus soit de grandes sécheresses, soit de grandes inondations, c'est quelque chose qu'on peut constater. Donc là,
pour gérer ce genre d'événement qui sera peut-être amené à augmenter dans le futur. Donc là aussi, l'outil spatial est intéressant, est devenu quelque chose de vraiment indispensable. Et vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que c'est quelque chose qui a été inventé par la France et qui maintenant fait l'objet d'une charte internationale sous l'égide de l'ONU. Donc on a une charte internationale espace et catastrophes majeures qui permet donc à toutes les sécurités civiles de tous les pays de pouvoir déclencher une alerte lorsqu'ils se font face à une grosse catastrophe, une énorme inondation, des incendies ou des choses comme ça. Et donc, lorsqu'ils sont face à une catastrophe, ils peuvent actionner le dispositif et à ce moment-là, toutes les agences spatiales et tous les opérateurs de satellites se sont engagés à braquer leurs objectifs ou leur radar vers la zone en question pour permettre de fournir aux décideurs la bonne évaluation de la situation. C'est pas toujours simple quand il y a une catastrophe. En général, les réseaux de communication sont coupés très rapidement. Et donc, on sait ce qui se passe. Là, il y a eu encore des réseaux de communication. Je me souviens d'une inondation en Afrique il n'y a pas très longtemps, où tous les secours sont partis sur la capitale, parce que dans la capitale, on savait qu'il y avait une catastrophe. Mais en fait, très vite, les images satellites ont montré que la capitale n'était pas la plus touchée, qu'il y avait à l'extérieur, dans les régions, des zones beaucoup plus touchées. Simplement, comme les gens n'avaient pas de moyens de communication, personne ne le savait. Donc, ou en tout cas, ça a mis un certain temps avant qu'on le sache. Voilà. Donc là, on a une autre contribution qui est intéressante, qui est la capacité du satellite, très rapidement, en quelques heures, d'aller prendre des images des zones où il se passe quelque chose et de permettre au secours de prendre les bonnes actions. Et l'autre point important, là aussi, si on veut une application pratique, au-delà de la connaissance du climat et de son évolution, c'est la capacité du spatial à fournir les conditions initiales et les paramètres qui permettent de faire des projections et donc de pouvoir dire à des décideurs, si je prends mes exemples des décideurs en montagne, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait la réponse, mais oui, à l'Alpe d'Huez, c'est quand même plus pertinent de faire des téléphériques et d'imaginer que le ski se fera plutôt plus haut dans le futur, ou je vais vous montrer pour des pays, je vais prendre un exemple sur le thon, la pêche au thon, qui est une ressource importante pour certains pays. Oui, effectivement, dans telle et telle condition, les populations de thon vont évoluer, et donc votre ressource en thon, pour la gérer, il faut que vous preniez telle et telle mesure. Donc voilà, donc c'est le petit. Je vais prendre deux exemples pour vous illustrer comment le spatial peut aider, donc au-delà de la compréhension et du suivi à des aides à l'action. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qui est tiré de cette charte internationale espace et catastrophes majeures. Il y a, je ne sais plus en quelle année c'était, il y a 3-4 ans je crois, ou peut-être un peu plus, je n'ai pas une mémoire très très bonne. Il y a eu des très grosses inondations en Haïti. Et donc le lit du fleuve a été complètement modifié. Vous avez la photo avant-après. Et le lit du fleuve a été modifié. Du coup, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui a été démolies, avec des routes emportées, des bâtiments dégradés, des ponts qui ont été cassés. Et donc là, c'est un exemple où les autorités locales ont activé cette charte. Et quelques heures après, il y avait ces cartes. Donc non seulement il y avait les images, donc les satellites ont été braqués pour fournir les images, mais derrière ça, il y a des gens qui très rapidement, en particulier c'est une spécialité d'une équipe qui est à Strasbourg, le CERTIT, qui ont analysé ces images et qui ont généré en quelques heures des cartes qui ont pu être fournies aux sauveteurs. Donc avant que les sauveteurs, donc la France a envoyé on a un accord avec Haïti, donc la France a envoyé des sauveteurs pour aider les gens. Et en fait, les gens, quand ils sont montés dans l'avion, ils avaient déjà les cartes et ils savaient les zones où il y avait encore des routes, les zones où il n'y avait pas de route, ils ont pu planifier leur action. Donc ça, c'est un exemple de gestion des impacts. Alors après ça, l'autre exemple que je vais vous montrer, parce qu'il paraît complexe, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est donc décision de gestion du territoire. Je vous parlais des aménageurs en montagne. Ce n'est pas ce cas-là que je vais traiter. Je vais revenir au domaine maritime. Vous avez des îles du Pacifique, là, pour lesquelles une ressource importante, c'est la pêche au thon. Une des ressources à la fois pour l'alimentation locale, mais surtout aussi économique, c'est que ces pays-là vendent des licences aux pêcheurs en leur disant, moyennant tant d'euros, vous avez le droit de pêcher tant de thon sur l'année. Bon. Donc ça, c'est un système qui marche, et ces gens-là, ils ont une ressource, c'est leur pétrole à eux. Ils ne veulent pas que la ressource s'épuise, parce que s'ils donnent trop de licences une année et qu'il n'y a plus de thon, ils ne pourront plus vendre de licences les années d'après. Donc pour les autorités de ces pays-là, de ces îles-là, c'est extrêmement important de bien, chaque année, bien définir quels sont les quotas qu'ils accordent aux pêcheurs, qu'ils vendent aux pêcheurs. Et donc, ils se sont posé la question de savoir, mais compte tenu de ce changement climatique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que notre stock de thon, au-delà de la pêche, est-ce qu'il va augmenter, diminuer? Comment il va évoluer sous l'effet du changement climatique qui va changer la température de l'eau, sa salinité, les courants, et le thon va sûrement réagir à ça. Et donc là, il y a eu un exemple d'un travail qui a été fait par CLS pour ces pays-là, donc qui consiste
en prenant en compte les scénarios d'évolution du climat tels que le GIEC peut les produire, disant voilà, scénario 2, la température va augmenter de temps, les pluies vont augmenter de telle et telle façon. Eux, ils ont branché ça ils ont regardé les conséquences que ça avait sur l'océan. Et ils ont regardé, d'un point de vue modélisation, en comment la température de l'eau allait changer, comment les courants allaient changer, la salinité. Et comme par ailleurs, il y a eu des études assez poussées sur le comportement du thon, on a mis des balises Argos sur des thons pour savoir quel est le comportement du thon. Donc on sait qu'un thon, pour se reproduire, il faut que l'eau soit dans telle gamme de température, telle gamme de salinité. Donc on connaît les limites. Sauf si on imagine que la biologie du thon évolue, mais en tout cas, elle évoluera moins vite que le changement climatique. Donc on sait aujourd'hui les limites, en gros, de l'habitat du thon. Donc ils ont utilisé ça pour déjà refaire ce qui s'est passé dans le passé, pour valider le modèle, hein. Donc retrouver comment les stocks de thon évoluent en fonction des variations du climat. Donc sur cette courbe-là, vous avez la reconstruction depuis les années 70 là, du stock de thon, donc calculé par eux, et mis avec une autre couleur, c'est le total des pêches. Donc vous voyez que le modèle, il n'est pas stupide, puisqu'en gros, vous voyez les deux courbes sans rentrer dans les détails, mais le modèle est capable de prévoir à peu près ce que les pêcheurs ont vu. Les années où le modèle disait la pêche ne va pas être bonne parce que les conditions ne sont pas bonnes pour le thon, et bien effectivement, les pêcheurs ont moins pêché. Et donc vous voyez ces oscillations qui sont bien corrélées entre les deux. Donc ça, c'était la validation du fait qu'une approche modèle permet de faire des projections qui ont un sens, et donc ils ont projeté ça sur le futur à la demande de ces autorités-là, en montrant comment, sur deux espèces de thon, le thon obèse et le thon labonite, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes d'habitat préféré ou habitat de survie, et donc ils ont pu montrer que si vous prenez le thon obèse, il y a des régions du globe qui aujourd'hui sont très riches, là, dans l'océan, c'est la mer de Chine, ça. Donc du côté de la mer de Chine, il est peu probable que le thon obèse, si ces conditions-là se produisent, va se développer. Par contre, il va apparaître, il va croître de l'autre côté du Pacifique, où on en a peu aujourd'hui, il va croître. Donc ce qui est genre d'information, vous imaginez, qui pour des pays qui sont à un certain endroit, sont importantes, de savoir si les stocks de thon vont rester chez eux, s'ils vont ailleurs, ça veut dire que la ressource va baisser. Et il faut qu'ils trouvent d'autres éléments. Donc voilà. Donc c'était un élément complémentaire de ce que je vous ai présenté avant, qui est donc le spatial aide à comprendre ce qui se passe, et il peut aider aussi à prendre les bonnes décisions pour les décideurs. Voilà. Merci. On va passer maintenant à la question de l'auditoire. On a une petite demi-heure. Les questions sont les bienvenues. C'est pour ouvrir la session de questions. Je voudrais d'abord te remercier infiniment pour la qualité et l'agrément, finalement, de ta présentation, puisque l'espace donne de très jolies images. Moi, je voudrais revenir à un point de départ là, qui m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu pourrais répondre. Les émissions anthropiques ne représentent que 4% des émissions. C'est un vieux débat, un vieux sujet pour moi, mais je croyais définitivement qu'on n'était plus à ce niveau-là. Il n'y a que 4% des émissions anthropiques, le reste étant essentiellement des émissions qui viennent de quoi ? Des volcans et autres. Comment se fait-il que 4%, ça suffit à faire une variabilité aussi importante ? J'ai vraiment besoin d'une explication là-dessus. Donc là, je suis strictement incapable de répondre à la question, parce que quand j'ai vu les chiffres, il m'a surpris moi-même. Donc je ne sais pas le commenter, je ne sais pas le 4% de quoi. Quand on donne une fraction, il faut savoir dire ce que l'on met au dénominateur. Et là, je ne sais pas ce qu'on met au dénominateur. Oui. Mais par contre, je ne sais pas répondre à la question, et j'ai eu le même étonnement. Quand j'ai pris les planches de mon collègue qui s'occupe de l'atmosphère. Par contre, ce que je peux dire, parce que ça c'est symptomatique et on le voit, c'est qu'on est dans une notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'on reçoit 400 watts, etc. Une fraction de watt, c'est pas beaucoup, mais une fraction de watt en continu pendant des années, ça va se traduire par des conséquences importantes. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, donc je ne sais pas décoder ce 4%, mais c'est que des petites augmentations, on est sur un système en équilibre. Donc, dès qu'on change un tout petit peu, on change l'équilibre. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Parce que, mais c'est vrai que ce qui paraît paradoxal, c'est qu'on a ce chiffre-là, et à côté de ça, le taux de CO2 dans l'atmosphère, si on imagine que c'est l'homme qui l'a amené, il est aujourd'hui, je ne sais pas, 400 fois ce qu'il n'a jamais été. Donc, j'ai eu affaire à des gens qui sont relativement spécialistes de volcans et qui m'affirmaient
que justement les volcans représentaient 93% des émissions. Et comme les volcans, ils ne sont pas complètement stables, il y a une variabilité telle. Et évidemment, la conclusion que tiraient ces gens, c'est, vous vous rendez compte, la part de l'entropie qui est tellement faible, ne vous en occupez pas. Autrement dit, les gens disaient, ne vous inquiétez pas de tout ce qu'on vous raconte là-dessus, c'est pas vrai, c'est pas l'homme qui crée le déséquilibre. Donc c'est une question effectivement importante. Tout à fait. Mais on a un système en équilibre et quand on a sur une balance, hein, quand le truc est à l'équilibre, on peut mettre 1 gramme sur le plateau de gauche, et ben ça va faire tomber le plateau de gauche. Ça suffit. Donc c'est quand on a un système en équilibre, on le déséquilibre facilement. Donc c'est la limite de l'argumentaire qu'on a souvent entendu. Mais on a un système en équilibre. Après ça, la question, c'est les boucles de rétroaction. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? C'est ça qui fait qu'un petit déséquilibre, le système est capable de se remettre, ou au contraire, on va déclencher une divergence. Oui, pendant tout votre exposé, vous avez utilisé le terme changement climatique et non pas réchauffement climatique, ce qui permet d'atténuer un petit peu le côté politique. Ne vaudrait-il pas mieux encore utiliser le terme évolution climatique? Alors, je sais. Alors, déjà, je préfère changement à réchauffement parce que vous l'avez vu sur ma courbe d'évolution de la température de l'eau, un réchauffement climatique peut se traduire par un refroidissement. C'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, mais un réchauffement global peut très bien. Je crois qu'il y a eu un épisode célèbre aux États-Unis où ils devaient voter une loi liée à ce changement climatique ou cette évolution climatique, et il y avait un hiver particulièrement froid, particulièrement tard à Washington, et tous les sénateurs étaient là à ricaner en disant « Vous nous faites voter un truc, regardez, on n'a jamais eu aussi froid un mois d'avril à Washington ». Donc le terme réchauffement est abusif, et en plus, l'autre élément, c'est que on a beaucoup utilisé, parce que c'est l'indicateur commode, on a utilisé l'histoire des 2 degrés de réchauffement dans la COP21, qui est la limite. Bon, moi j'ai du mal à être ému par 2 degrés de réchauffement, c'est pas ça qui va faire changer ma veste. Donc le terme de réchauffement, c'est pas le bon, parce que c'est un élément, le réchauffement, mais ce n'est pas le seul. L'évolution du régime des pluies en a un autre, du régime des vents. Enfin, on a globalement un changement du système. Alors, changement, évolution, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le préfère à utiliser uniquement la température, parce que la température n'est pas le seul. Et la température, en plus, certaines personnes donc, qui ont pendant longtemps un peu dit « mais c'est pas sûr » et tout, les mesures de température au sol ne montrent pas un signal aussi net que d'autres indicateurs. Même si l'actualité récente peut montrer que certains aussi en politique aiment le dérèglement. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ça me rappelle quand j'ai travaillé donc avec les chercheurs, mes chercheurs en sciences humaines et sociales, enfin mes chercheurs, les chercheurs en sciences humaines que j'ai côtoyés, il y a un autre mot qui a beaucoup évolué, c'est innovation. L'innovation est un mot qui aujourd'hui est vu comme positif. Tout le monde, on se doit d'innover, ça paraît une évidence. Et en fait, c'était un historien qui nous expliquait que le terme d'innovation, pendant très longtemps, a été vu comme quelque chose de négatif. Pendant tout le Moyen-Âge, l'innovation, c'était le chaos. Donc la notion d'innovation a été négative pendant très longtemps, et petit à petit, en fait, elle est devenue positive. Donc effectivement, le choix d'un mot dépend du contexte et évolue dans le temps. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Pendant qu'on est dans la politique, tu as parlé à plusieurs reprises des décideurs. Est-ce qu'il y a des décideurs qui ont le rayon d'action, je dirais, qui est compatible avec la dimension des phénomènes? Ou est-ce que tu vois s'amorcer, éventuellement stimulé par la dimension globale du spatial, je sais pas moi, une entente du pourtour du Pacifique Sud, enfin quelque chose comme ça qui donnerait la bonne dimension aux décisions? Alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à ça. Jean-Claude est plus proche des politiques. Non, ce que je vois, c'est que moi, je vais l'illustrer par un exemple qui est un des chapitres d'ailleurs qu'on a dans notre bouquin. C'est l'histoire de la Gironde. Donc, il se trouve que le Treut, qui est un de nos spécialistes du climat en France, au niveau global, a des attaches en Gironde. Et donc,
soucieux de cette question de comment relier la vision globale qu'on peut avoir à travers des systèmes de mesure très sophistiqués et le vécu local des gens qui n'est pas forcément en phase avec ça. Donc la difficulté, vous nous parlez de changement climatique, mais nous on n'a rien vu de terrible chez nous, etc. Ou au contraire, on a vu des choses terribles. Et puis, voilà. Donc cette difficulté d'échelle entre le global, le national, le régional et le très local, et le maire d'une commune ou l'aménageur d'une station de sport d'hiver, comme je disais tout à l'heure. Donc il avait travaillé sur un rapport sur le réchauffement climatique ou le changement ou l'évolution c'était, je sais plus, c'était le sud-ouest ou la Gironde. Enfin, essayer d'avoir une vision, un zoom régional. Et ça a déclenché au niveau local beaucoup de discussions, j'allais dire polémique, le terme est trop fort, mais beaucoup de discussions. Et parce que ce qui était cette descente, on va dire, du scientifique de son piédestal ou de son laboratoire vers le terrain s'est heurté à des vécus locaux qui n'étaient pas forcément en phase. Et donc ça a été à la fois, ça a été riche, ça a été avec des débats, il y a eu beaucoup de débats, mais c'était une expérience intéressante enfin moi c'est un élément que j'aurais en réponse à ta question, c'est que c'est aujourd'hui pas facile de passer de la connaissance scientifique qui n'est pas parfaite et qui est plutôt très globale, à des décisions pratiques sur des décideurs qui ne peuvent décider que sur un échelon qui n'est pas la Terre. On n'a pas de mètre de la Terre. Donc c'est une vraie difficulté, ce changement d'échelle et comment le faire. Alors ceci dit, la COP21 montre qu'on peut avoir un élan global fait d'un certain nombre d'intérêts locaux qui ont fait que finalement les gens ont signé là-dessus. Qu'est-ce que ça fera? Moi je ne sais pas. Oui, je vais peut-être vous poser une question qui est une imbécilité, mais tant pis, à mon âge, je prends le risque, c'est pas trop grave. Il me semble que j'ai lu qu'en fonction de la position sur la Terre, le niveau des océans était complètement différent d'un endroit à un autre. Est-ce que vous avez cette notion? Et j'ai du mal, moi, à l'admettre, à la comprendre. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la différence de température entre les eaux chaudes et les eaux froides. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que c'est vrai? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, déjà, là, je vous ai montré l'évolution de la moyenne du niveau des océans sur tout l'océan. Donc ça ne reflète pas ce qui se passe dans le golfe de Gascogne par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc aujourd'hui, on est en train, je vous ai parlé d'un des enjeux pour le futur, qui est de mieux comprendre comment cette chaleur stockée dans l'océan se répartit entre la surface et le fond. Il y a un autre enjeu important pour rejoindre à ces questions d'aménagement du territoire, c'est la répartition régionale. Parce qu'aujourd'hui, récemment, je voyais un papier scientifique qui montrait que, en fait, une très très grosse partie de ce réchauffement et donc de cette montée, elle est dans les zones polaires. Mais en tout cas, ce que l'on voit, nous, c'est que si vous faites la carte régionale, si vous regardez, vous pouvez la voir si vous allez sur les sites, vous avez les sites toulousains qui montrent ça. Aujourd'hui, la répartition de l'élévation du niveau des mers suivant la région, elle est très variable. Il y a même des endroits où l'eau descend. Donc aujourd'hui, il y a effectivement des caractéristiques régionales qui ne suivent pas la courbe moyenne. Alors, la dernière thèse à laquelle j'ai assisté, c'était il y a quelques semaines, une thésarde qui a travaillé avec Annie Cazenave, en fait, avait essayé d'identifier, donc dans toutes ces situations régionales, est-ce qu'on savait dire si ce qu'on voyait, c'était vraiment du changement ou de la, je ne sais plus comment on a dit là, ou est-ce que c'était simplement dans le bruit de ce qu'on voit, parce qu'il y a des années plus chaudes, des années plus froides. Et en fait, ce qu'ils ont pu montrer, ce qui est une autre façon intéressante de répondre à la question, c'est qu'il y a la moitié des régions sur le globe où on peut dire que l'eau monte à cause de l'effet de ce dérèglement ou de ce changement climatique. Et il y a une autre moitié du globe sur lequel aujourd'hui ce signal lié au changement climatique, il est encore masqué par les évolutions naturelles. Voilà. Donc quand on regarde à une échelle plus petite, les choses sont plus compliquées, parce que je vous ai parlé de ce phénomène El Niño, ça fait des variations énormes, c'est 20 cm El Niño par rapport, je ne vous ai pas donné l'échelle, hein, mais ces histoires de mouvement de masse d'eau, c'est plus de 20 cm de variation. Donc par rapport au millimètre du changement climatique, quand il y a un événement El Niño, ça vous le bouleverse tout localement, puisqu'on le voit même au niveau global. Donc voilà, donc, je ne sais pas si c'est une façon de répondre à votre question, mais il y a effectivement des variations régionales qui viennent des mécaniques de l'océan, de sa dynamique, etc., et qui font que sur certaines régions, on n'est pas sûr de voir encore très nettement le signal du dérèglement climatique, mais il y a au moins la moitié des régions sur lesquelles maintenant il est net. Les variations qu'on voit, c'est pas la variation naturelle de l'océan, c'est le dérèglement climatique.
Et ça, c'est des travaux qu'on va affiner dans le futur, parce que c'est très important. Si les gens voient aujourd'hui... Parce que derrière ça, il y a le fait qu'on peut voir... On a des mesures précises que depuis 20 ans. Donc c'est pas parce qu'on voit l'eau monter pendant 20 ans qu'elle va monter pendant l'éternité. Donc on a dans l'océan des cycles très très lents. Hein. On sait que dans l'océan, il y a des variations, ne serait-ce qu'à cause du cycle de la Lune. On a des variations, il y a une période de la Lune, je ne sais pas s'il y a des géodésiens dans la salle qui vont me corriger, mais qui est à 14 ou 15 ans. Là. Donc on a des grandes oscillations à 14-15 ans qui existent dans l'océan, qui sont naturelles. Donc il ne faudrait pas qu'on prenne quelque chose juste parce qu'on a mesuré. Alors sur 14 ans, on doit le voir le cycle complet, mais sur des cycles longs, il faut faire effectivement attention à ça. Et donc c'est un des soucis de séparer la variabilité naturelle de ce dérèglement, si on utilise ce terme-là. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence. Et donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux programmes spatiaux qui vont être lancés pour observer et mesurer toutes ces variables qui sont liées au changement? Et si c'est le cas, est-ce que ça risque pas d'arriver trop tard vu le temps de développement d'un programme et qu'on observe une situation irréversible? Alors, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a déjà ce qui est dans le tuyau de ce qu'on a des décisions qu'on a prises avant. Donc, il y a en permanence des nouveaux programmes et c'est pas tout à fait d'hier qu'on se préoccupe du climat. Hein. On a parlé de Topex Poséidon, a été lancé en 92, donc décidé. Alors, ceci dit, je sais que Michel Lefebvre, un de nos anciens qui a joué un rôle clé dans la décision de ces programmes, racontait que Topex Poséidon a été décidé le lendemain de la conférence de Rio, qui était mais c'était aussi le lendemain de la descente d'un de nos cosmonautes qui était revenu de son voyage dans l'espace en disant les gars, la planète, faut faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Donc ça fait quand même un certain temps que les programmes, et c'est pour ça qu'on a déjà des choses. Donc il faut le voir ça comme quelque chose de continu et on enrichit la palette en permanence. Donc là, je vous ai donné un exemple. Le dernier qu'on a dans les cartons, Microcar pour mesurer directement les émissions de CO2. Le fait de réfléchir à ce programme et de commencer à le construire, ça date d'il y a quelques mois. C'est sûr qu'il va pas voler avant 10 ans. C'est à peu près la constante de temps, effectivement. Donc, mais ceci dit, on est sur des processus lents quand même. Hein. Il n'y a pas, voilà. On sait déjà qu'il faut prendre des mesures, etc. Mais de toute façon, au-delà de, il y a deux choses. Hein. Il faut voir que il y a toujours ce débat dans le climat de est-ce qu'à un moment donné il y a un seuil, est-ce qu'il ne faut pas dépasser les fameux 2 degrés, et puis le fait que si on dépasse, qu'est-ce que ça va faire. Certains avaient tendance à dire, on a trouvé ça dans des gens, j'allais dire, un peu extrémistes du changement climatique, qui disaient mais c'est plus la peine de faire des mesures, parce que si on fait des mesures, c'est qu'on doute. Vous voyez la mécanique. Donc c'est plus la peine de faire des mesures parce qu'on sait qu'il y a un changement climatique. Donc les gars, vous occupez pas de faire des mesures. On sait que ça change. On va prendre des décisions. On consomme plus de pétrole, etc. Et ne faites surtout plus de mesures. Bon, ça c'est une vision quand même un petit peu courte parce que de toute façon il y a des changements. La nature de ces changements elle est complexe. Qu'est-ce qui va se passer à Toulouse? C'est aujourd'hui une question largement ouverte. Et c'est pourtant c'est ce qui intéresse les décideurs de la région. Et donc il y a encore beaucoup à faire pour travailler. Et donc quel que soit le changement, qu'on soit partie que l'accord qui a été signé et qui vient d'être signé se traduise par les fameux 2 degrés, 2,1 ou 1,5. De toute façon, les programmes qu'on lance, ils vont permettre de suivre ce qui se passe et la question restera pendant encore très très longtemps parce que le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère, il va rester pendant très très longtemps. Donc de toute façon, que les mesures qu'on a prises aient une efficacité moyenne ou pas, le suivi de ce qui se passe, de comment le nouvel équilibre va se mettre en place, ça c'est une affaire qui va se faire sur des centaines d'années. Donc de toute façon, il les faut ces programmes. Voilà. C'est pas ça qui va soutenir la décision de la signature de l'accord de Paris. Mais voilà. Mais par contre, ça sera utile dans 20 ans. On sera content de les avoir lancés. Oui, je voulais savoir, est-ce que dans les données qui sont fournies, vous en avez présenté certaines, est-ce qu'elles sont, après validation scientifique, etc., évidemment, est-ce qu'elles sont mises sur le marché pour tout le monde, dans une sorte d'open data? Ou est-ce que, par exemple, nos satellites, si on peut dire ça, les satellites français ou les chercheurs français ou européens, gardent un certain temps des données pour eux-mêmes et donc ne les mettent pas à disposition de l'ensemble de la planète? Et une question liée, est-ce que vous avez des collègues ou est-ce que ça intéresse les entreprises d'avoir soit des chercheurs, soit des techniciens qui utilisent directement les moyens spatiaux, satellitaires pour leur propre usage, pour leurs propres bénéfices, on va même dire?
Alors, sur l'ouverture des données, il y a une, ça dépend des données. Donc là si je dois faire une réponse complète, ça sera un petit peu long. Mais en règle générale, les programmes de nature scientifique destinés à mesurer de la montée du niveau des océans, du gaz carbonique, à peu près toutes les agences spatiales ont une politique de données ouvertes. Donc côté européen, l'affaire a été close par un programme très ambitieux qui s'appelle Copernicus. Je crois que je n'ai pas cité le nom, il aurait fallu que je le cite, donc je profite de votre question. Donc l'Europe a décidé de se doter, Copernicus, ça s'appelait GMES avant, Global Monitoring for Environment, etc. Donc c'était vraiment un programme spatial pour suivre l'environnement et ses changements et ses dérèglements. Bon. Et là, l'Europe avait décidé, dès le début, c'était dans les gènes du programme, libre et gratuit. C'est-à-dire que toutes les données prises, enfin élaborées dans le cadre de ce programme sont accessibles à tout le monde, chercheurs, monde économique, etc. Donc ça, c'est la philo qui a été adoptée en Europe sur ce programme-là. Il reste quelques programmes spatiaux sur lesquels il y a des enjeux économiques importants. Là, j'ai évoqué le fait que les programmes d'imagerie, optique ou radar à très haute résolution, ont permis de faire des choses sur le changement climatique. Ce n'est pas des programmes qui ont été faits pour ça. C'est des programmes qui ont été faits avec des enjeux économiques importants. Et la maîtrise de l'imagerie haute résolution est un enjeu qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système ouvert pour tout un tas de raisons que je pense qu'on ne peut pas détailler là. Donc, il y a quelques programmes spatiaux sur lesquels il y a des données qui ne sont pas libres et gratuites. Mais en tout cas, pour tout ce qui est suivi de l'environnement, il y a une tendance de fond. Les Américains ont commencé sur un bon nombre de programmes, nous aussi. Et vraiment, Copernicus, là-dessus, a totalement ouvert la voie. Donc, on peut le dire. Et souvent, moi, pour voir les discussions avec les gens qui font des mesures in situ, le spatial a souvent été un déclencheur d'ouverture des données. Là, on travaille sur une nouvelle mission qui s'appelle SWOT, qui va être encore une nouvelle génération d'Altimate, qui va faire les mesures avec une bien meilleure résolution, qui va permettre en particulier de suivre ce qui se passe dans les fleuves et dans les lacs avec une très bonne résolution. Et aujourd'hui, les mesures sur le niveau des fleuves et des lacs, c'est des mesures extrêmement confidentielles. Vous n'y avez pas accès. Les bases de données publiques sur les niveaux dans les fleuves et dans les lacs du monde entier, nos scientifiques peuvent vous montrer qu'il y a 20 ans, il y avait des données, parce qu'il y avait des programmes internationaux qui permettaient de faire ça, et les données étaient accessibles. Et puis aujourd'hui, l'enjeu de l'eau est important, donc les données, soit c'est les gouvernements, soit c'est les sociétés qui exploitent l'eau qui les gardent, mais aujourd'hui, elles sont en très grande partie fermées. L'arrivée d'un programme spatial, dont la règle va être les données libres et gratuites, va certainement changer les choses. Et peut-être que du coup, on l'a vu, moi dans le domaine que je connais de l'océanographie, ou même les scientifiques, il y a une compétition entre scientifiques. Donc le scientifique qui fait une campagne à la mer, qui va faire des mesures, il commence par se traiter les données, faire 2-3 publications, et puis après ça, il les passe aux copains. Donc ça, c'était... l'arrivée de ces programmes spatiaux où les données sont tout de suite ouvertes a changé ça. Et maintenant, il y a une politique d'ouverture qui... Alors, je ne vais pas dire que c'est le spatial qui l'a créé, mais en tout cas, il a entraîné une certaine dynamique. Donc c'est une des vertus, peut-être du vertu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des aspects du spatial. Certes, il y a une partie du domaine spatial qui, pour tout un tas de raisons, est un domaine à enjeu commercial, ou enjeu commercial ou de sécurité, donc qui explique et justifie une protection des données. Mais il y a tout un autre domaine, et notamment tout ce qui concerne le climat, qui a été basé, parce que c'était un satellite par définition, il a une portée globale, donc a priori on ne va pas faire un satellite juste pour un pays, donc il y a un intérêt. Donc on mène nos programmes. Au CNES, tous nos programmes sont en coopération. On n'a pas un seul programme qu'on fasse en franco-français. Il y a toujours une coopération derrière. Donc à partir du moment où il y a coopération, il y a un minimum d'échange de données. Donc la réponse à votre question, je l'ai faite longue, mais elle est en très grande partie, c'est ouvert. Un tout petit complément à ce que tu viens de dire, Philippe, sur la question sur les gens qui se mobilisent pour le partage des données. C'est vrai qu'il existe à Genève une organisation qui dépend de l'Organisation météo internationale, c'est le GEO, le Group on Earth Observation, qui milite depuis de nombreuses années pour la mise en commun de tous les systèmes spatiaux pour arriver à construire au niveau mondial un système des systèmes qui donnerait notamment un accès libre aux données, et notamment pour les pays, disons qu'on appelle toujours en cours de développement, notamment en Afrique et en Asie, qui ont un besoin crucial de données spatiales et qui n'ont pas les moyens eux-mêmes de lancer des systèmes spatiaux. Il y a 1 ou 2 pays en Afrique qui disposent de systèmes spatiaux. Je voudrais revenir moi, sur l'aspect assez timoré que je trouve en France, notamment sur le climat, notamment ça se voit au niveau des questions de vocabulaire. Alors on se dispute sur savoir si c'est changement, modification, sur la sémantique. On est très très bon en France pour des débats sur la sémantique. Mais aujourd'hui, les scientifiques, ils ont largement dépassé le point de la sémantique.
Et c'est eux les lanceurs d'alerte. Et on est un jour aujourd'hui où il y a un procès sur des lanceurs d'alerte. Et je trouve que les scientifiques jouent vraiment un rôle fondamental comme lanceurs d'alerte. Tu en as cité certains, évidemment, comme Annick Cazenave ou Benoît Messignac. Il y a à Toulouse un think tank de scientifiques sur le climat qui est considérable, qui n'est pas très bien reconnu, je pense, au niveau de la région, de la population par le grand public. Comme tu disais, qui s'étonne de savoir qu'à Toulouse se fait beaucoup de choses sur le climat. Il y a une communauté internationale de très très haut niveau. Nous avons réalisé pour la COP21 un ouvrage qui s'appelle « Changement climatique et satellite » avec cette communauté internationale où la place de la région est très importante. Je voudrais simplement citer un scientifique qui, pour dire le rôle de ces gens-là, cette personne qui s'appelle Antonio Donato Nobre, qui est un grand scientifique brésilien qui travaille beaucoup sur l'Amazonie, dit aujourd'hui, on est dans une situation exactement où, comme les Américains ont lancé après Pearl Harbor une guerre mondiale pour agir, il faut aujourd'hui, sur le climat, lancer des campagnes qui sont du niveau de ce qui s'est passé après la guerre. Il y a urgence à la lancer et non pas à se couper les cheveux en quatre sur la terminologie. Et justement, quand tu parlais du programme Copernicus, je pense que l'Europe a pris vraiment la mesure du défi. Et je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus sur Copernicus. C'est un programme de très longue haleine, avec le lancement de nombreux satellites et beaucoup d'argent qui est mis là-dessus. Et je crois que l'Europe a pris vraiment la dimension du problème et avance avec les scientifiques européens. Et il faut saluer l'Europe souvent critiquée. Il faut saluer cet effort qui est fait à la fois par l'Union européenne, l'Agence spatiale européenne et les agences françaises, dont le CNES, avec qui on a travaillé pour cet ouvrage. Merci. Tout à fait. Je crois que le point que je retiens, parce que j'aurais pu effectivement le citer, l'exemple de la météo que tu reprenais est important, puisqu'en fait, il y a une organisation météorologique mondiale, et la directive 40 du règlement de cette organisation, c'est que toutes les données météo brutes s'échangent librement et gratuitement. Donc ça, c'est un élément de réponse. Ça, c'est dans les textes. Toute agence météo se doit d'échanger. Et ça provient d'un constat qui est assez simple, c'est que l'orage, enfin la perturbation qu'on va recevoir en France, elle était forcément ailleurs avant. Si on n'échange pas les données, on ne la voit pas venir. Donc c'était une nécessité de la météo. C'est pour ça que tout le monde est tombé d'accord. Et il y a eu cette directive 40 qui a largement ouvert la voie. Alors après ça, moi je crois que les questions de terminologie, il ne faut pas les évacuer, parce qu'il y a deux choses. Il y a eu tout le débat en France, piloté par quelques grands noms, sur est-ce qu'il y a la réalité. Mais derrière ça, le choix des mots est quand même important, parce que des mots trop forts, lanceurs d'alerte, oui, mais des mots trop forts sont démobilisateurs. Parce que si on annonce que de toute façon tout est déréglé, etc., les gens, il y a ce côté qu'il faut mesurer. Et là, tous les travaux qu'on a fait l'ont montré. Il faut quand même faire attention que si on utilise des mots trop forts, on démobilise les gens, on arrive à un effet qui est que les gens disent si la catastrophe arrive, elle est inévitable. Voilà. Donc il faut faire attention. Je crois que ça reste une question, les mots. Ça reste une question. Nous avons vu que les changements climatiques sont plus ou moins en continu. Alors, nous savons que la fonte de glace sur Groenland s'accélère. Alors, est-ce que vous pouvez prévoir une rupture du système actuel et qu'est-ce qui se passera si toute la calotte sur Groenland fond? Alors ça c'est une vraie question. Et là, je suis incapable d'y répondre. Ça dépasse mon boulot d'ingénieur. Mais c'est vrai que votre question, elle est particulièrement pertinente, puisqu'on a vu, il y a eu des échos dans la presse récemment, des articles montrant qu'on pourrait avoir une non-linéarité importante et que pourrait y avoir aujourd'hui, il y a quelques indications. On pensait jusqu'à récemment que cette accélération, elle était essentiellement sur le Groenland. Parce que là, on a des mesures sur le terrain qui montrent que la glace se fragilise et fond assez vite sur le Groenland. Il y a un certain nombre d'éléments récents qui montrent que l'Antarctique, qu'on croyait assez solide pour encore des centaines d'années, pourrait montrer, en particulier à la partie ouest, des débuts de fragilisation. Donc ça, c'est une vraie question de savoir si à un moment donné, la glace commence à se fracturer. Ça peut être un élément qui peut être une non-linéarité, tout à fait. Mais alors là, quant à prévoir ce qu'elle est, aujourd'hui, les mécanismes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur cette histoire de la glace, c'est vraiment un point qui est une question scientifique importante. C'est les mécanismes qui font que la glace commence à se fracturer et à fondre. Ce n'est pas juste un bilan thermique, parce que sinon, je dirais, en Antarctique, il fait toujours froid. Donc ce n'est pas simplement le réchauffement, parce qu'on est rarement au-dessus de zéro en Antarctique, donc ce n'est pas ça qui fait fondre la glace. Donc c'est des phénomènes plus complexes de fracture, de réchauffement par l'océan sur les bords. Donc c'est des phénomènes plus complexes qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas bien. Donc la réponse à votre question, je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui espèrent l'avoir pour faire des publications importantes et apporter les réponses que les gens attendent.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de clore la session. Simplement rappeler qu'hier, pas plus tard qu'hier, Sentinelle 1B donc, a été lancé avec le satellite microscope du CNES, avec succès par une fusée Soyouz hier soir. Et Sentinelle 1A, donc son petit frère, qui est en orbite depuis plus d'un an, donc est un des éléments clés pour suivre la glace. Hein. Dans les planches que je vous ai montrées, c'est un outil extrêmement puissant pour suivre la glace. C'est un radar très, très performant et qui a été donc réalisé en Europe. Voilà, avec un financement important de la Commission européenne, qui est donc très active dans ce domaine-là et dont on peut s'en réjouir. Voilà. Alors, donc sur Copernicus, parce que tu as dit qu'il fallait que j'en dise un peu plus, il y a une dimension qui est importante par rapport à ça, c'est que dans le monde du spatial, on est des agences essentiellement de R&D. Des agences comme le CNES, on est là pour inventer des nouveaux satellites. On n'est pas des agences opérationnelles du climat. Donc nous, on est là pour inventer le nouveau satellite, mais il faut que quelqu'un prenne le relais, parce que si on commence à assurer les séries de satellites, une fois qu'on a un succès sur un Jason, sur un Spot, si on fait toutes les séries, tout notre budget va partir là-dedans, on ne pourra plus inventer de nouveaux instruments pour faire les satellites de demain. Donc il y a une petite difficulté dans notre monde qui est de trouver les relais. On démontre qu'une technologie est intéressante et il faut qu'il y ait des gens qui disent « Ah ben c'est intéressant, ça répond à mon besoin ». Donc ça marche dans le monde de la météo. Yazi, on a inventé un instrument, la météo s'en saisit et maintenant la météo finance ses successeurs. Donc là-dessus, sur Copernicus, dans le domaine de l'environnement, le point important, c'est que c'est l'Union européenne, ce que tu viens de dire, et que l'Union européenne, elle s'est engagée sur au moins 20 ans. Et quand on dit 20 ans, pour un politique, c'est quasiment l'infini. Donc ça veut dire qu'on reprendra, on aura le temps de discuter avec les successeurs. Donc là, il y a quand même une notion qui est extrêmement importante, c'est dans ce succès européen, enfin dans ce succès, dans cette dynamique européenne, c'est que même si, quand on regarde le détail des budgets, tout n'est pas voté pour 20 ans, mais en tout cas, il y a un engagement long qui a été pris de surveiller l'environnement. Or, il faut du temps. Voilà, absolument. Ce que nous, on ne sait pas faire en tant qu'agence spatiale. Donc, si vous voulez aussi avoir un peu plus d'informations et puis vous instruire un peu plus, vous pouvez lire, bien sûr, le livre qui est là sur la table, là, d'Observer la Terre depuis l'espace, de Philippe Escudier, qui pourra vous le dédicacer peut-être, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, et donc on le remercie de sa présentation. Merci beaucoup. Et je voudrais donc annoncer la prochaine séance, donc qui, comme d'habitude, sera le dernier mardi du mois, alors ce sera le mois de mai, le 31 mai, toujours à 18h, et donc ça sera plutôt historique. Et c'est intitulé « Le messager céleste, Galilée et la révolution astronomique », qui nous sera présenté par Michel Blanc, qui est un astronome toulousain bien connu, qui travaille à l'IRAP, qui a été d'ailleurs pendant quelques années en plus le patron de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Voilà. Et Didier Foucault, qui est professeur émérite d'histoire moderne à l'Université Jean Jaurès. Et je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour cette conférence. Merci.